Bonjour Wiem. Bonjour, salam alaikum et bienvenue à toutes et à tous dans votre rendez-vous psycho à la bonne heure sur votre page Facebook France Maghreb 2. Je suis heureuse de vous retrouver tous les jours du lundi au vendredi de 11 heures à midi. Alors, je ne serai pas seule puisque je serai en compagnie de notre ami Abdeslam, mais aussi en votre compagnie à travers vos messages et vos appels, car vous pourrez entrer dans le direct afin d'intervenir et nous donner vos points de vue, partager avec nous vos expériences. Le désir de toute l'équipe de France Maghreb 2 est de vous sortir de votre isolement et aujourd'hui, plus que jamais, nous serons à vos côtés. Ce rendez-vous à la bonne heure a pour objectif d'aborder chaque jour un thème de votre vie quotidienne et de vous donner la parole afin que vous puissiez vous exprimer, témoigner et interroger. Je répondrai donc en direct à vos messages ici ainsi que sur ma page Facebook Maghrebi Wiem, psychologue clinicienne. Cet espace est le vôtre, alors profitez-en et n'hésitez pas à nous contacter pour échanger ensemble. Au sommaire de l'émission d'aujourd'hui, j'ai tout, mais je suis malheureux. Alors, peut-être on peut déjà tout de suite, sans transition, commencer par la lecture d'un témoignage que j'ai reçu à la suite de l'annonce du sujet de l'émission d'aujourd'hui sur ma page Facebook. On y va? Allez. J'ai un travail qui me fait… Alors, bien entendu, avant de commencer, j'ai l'autorisation de la personne pour diffuser son message en direct. J'ai un travail qui me fait bien gagner ma vie, alhamdoulilah, une belle maison. Je vis avec un homme qui est vraiment gentil avec moi. Il me laisse carte blanche. Il ne me frappe pas, ne m'insulte pas. C'est pas un homme que vous décrivez dans vos vidéos. Il se plie en quatre pour les enfants. On a tout ce qu'il nous faut. On a deux beaux enfants qui ne manquent de rien, mais je ne suis pas heureuse. Je ne peux pas m'empêcher de trop penser. J'ai des west-west. J'ai des peurs de tout ce qui pourra arriver. Je n'arrive pas à me détendre, à profiter pleinement d'être avec ma famille. Quand je joue avec eux, je pense à tout. Je pense à tout ce qu'il me reste à faire et pourtant, je ne fais rien pour moi. J'ai l'impression d'être une ingrate, de ne pas savoir assez remercier Dieu. Je n'arrive même plus à faire correctement ma prière. Pourtant, j'ai l'argent, la santé, pardon, j'ai perdu la page. Pourtant, j'ai l'argent, la santé, des enfants. Moi, je me suis mariée, j'ai tellement de copines qui ne le sont pas. Je ne sais pas ce qui ne va pas avec moi. Merci pour votre aide. Alors, déjà, Barakallahu Fiki, merci beaucoup pour ce témoignage. Dieu sait qu'il faut du courage pour parler de soi et de son intimité. Même si ce n'a pas été fait en direct, même si c'est par message, c'est déjà énorme, c'est déjà beaucoup, donc je vous en remercie. J'espère que cette émission va vous permettre d'obtenir des réponses à vos questions, à vos interrogations, vous, mais également tous nos spectateurs, tous ceux qui nous regardent. Allez, donc, nous avons hérité, il faut déjà bien comprendre une chose, c'est que nous avons hérité d'idéaux consuméristes. On vit dans une société très particulière qui n'est pas celle de nos parents, qui n'est pas celle de nos arrière-grands-parents. On vit dans une société de la post-modernité, on est dans une société consumériste. Des croyances, on est dans une société, des croyances au progrès, des croyances qui sont très liées à, comme je disais, à la consommation. Et ces croyances-là, elles nous viennent de l'après-guerre, de l'après-colonisation même. Notre monde, notre univers, le contexte dans lequel nous avons tous grandi, il a été bâti par des adultes qui, dans leur jeunesse, que ce soit nos parents ou nos arrière-grands-parents, ont connu des privations, ont connu le manque. Donc, naturellement, ils se sont efforcés de nous, leurs enfants, nous épargner, nous, leurs enfants et leurs petits-enfants, de nous épargner de toute frustration et de tout manque, avec comme mot d'ordre la consommation, le matériel, la possession. C'est ainsi que la famille harmonieuse qui ne manque de rien, qui a la belle maison, la grosse voiture, le bon travail, c'est un peu ce que décrit cette personne dans son mail. C'est ainsi que la famille harmonieuse qui possède absolument tout est devenue petit à petit, avec le temps, dans nos esprits, le symbole du bonheur. Sauf que aujourd'hui, on est là aussi pour interroger ces clichés, pour essayer de réaliser ensemble que l'essentiel, il n'est pas là, que
que l'essentiel ne s'achète pas. Parce que qu'on se mette bien d'accord, hein, déjà tout de suite sur le sujet de l'émission, j'ai tout, mais je suis malheureux. Ben déjà, qu'est-ce qu'on entend, qu'est-ce qu'on veut dire par tout? Qu'est-ce qu'on met dans le fait de tout avoir? Est-ce que c'est les biens matériaux? Est-ce que c'est ce qui nous vient de l'extérieur ou c'est en nous que se trouve le bonheur? Alors, je vais vous dire une chose qui peut paraître étrange et que je dis moi à chaque fois à chacune de mes patientes parce que j'aime bien avec mes patientes, mais aussi avec vous, qu'on puisse parler le même langage, qu'on puisse bien s'entendre. Donc, je vais vous dire une chose qui peut paraître, comme j'ai dit, étrange, mais qu'il faut avoir à l'esprit. Nous tous, hein, tous bons nébrosés, c'est-à-dire toute personne qui n'est pas psychotique, qui n'est pas folle, nous tous, nous avons à vivre, nous avons à gérer deux réalités. Il y a ma réalité interne et il y a la réalité externe. La réalité externe, c'est cette réalité que nous partageons tous ensemble. Aujourd'hui, tous ensemble, nous sommes sur la page Facebook de France Maghreb 2 et moi, je suis en train de vous parler et vous, vous êtes en train de me regarder, vous êtes chez vous, dans votre salon, dans une pièce. Cette réalité-là, elle est vérifiable, elle est tangible, elle est là, on peut la prouver. Mais il y a une autre réalité, c'est ma réalité interne. Cette réalité interne-là, elle est constituée de mes pensées, elle est constituée de mes émotions, de mes besoins, elle est constituée de tout ce que j'ai appris, de tout ce que j'ai vécu jusqu'à présent dans ma vie. Et ma réalité interne, personne n'y a accès, si ce n'est moi, avec moi-même, et mon Seigneur, bien entendu, quand je suis croyant. Cette réalité interne, parfois, elle m'échappe si je ne prends pas le temps de l'introspecter, si je ne prends pas le temps de la regarder, si je ne prends pas le temps sur le plan cognitif de m'y connecter. Ma réalité interne, elle est indépendante, même si elle est en contact avec la réalité externe. Même si les stimuli, ce qui me vient de l'extérieur va avoir un impact sur ma réalité interne, bah oui, parce que je vais penser des choses, je vais ressentir des choses. Cette réalité externe, en aucun cas, elle n'est en mesure, en capacité de remplir ma réalité interne. Donc, tout ne correspond pas à ma réalité interne. Ce qui correspond à ma réalité interne, c'est-à-dire mon intériorité, eh ben, c'est, comme je disais, mes émotions. Et ça ne s'achète pas. Ça ne se remplit pas. Les facteurs extérieurs ne peuvent pas venir combler mon intériorité. Donc, ce qui comble notre intériorité, c'est quoi? Eh ben, c'est, je le disais dans l'émission d'hier, mais je le redis très rapidement aujourd'hui, c'est mon estime de moi, c'est ma confiance en moi, et plus que tout, et on en reparlera dans d'autres émissions, c'est l'amour que j'ai pour moi-même. C'est de ça que ma réalité interne, elle se remplit. Hein. Si j'ai un sentiment de vide intérieur, c'est qu'il y a quelque chose qui ne me remplit pas, et souvent, ce qui ne me remplit pas, c'est mon amour pour moi-même, mais aussi l'amour que je peux obtenir des autres. Alors, les biens matériaux, hein, le fait de posséder une maison, de posséder des beaux vêtements, des bijoux, etc., ces biens matériaux, ils vont nous stimuler un temps. Hein, on va être à la recherche et c'est l'acquisition de la recherche de ces biens-là qui, un court instant, va m'apporter du plaisir, une forme de satisfaction. Mais ça ne me remplit pas intérieurement et surtout, ce plaisir, cette satisfaction ne va pas durer très longtemps. Tandis que l'amour que je vais avoir pour moi-même, ben ça me remplit intérieurement, mais c'est pas très stimulant. Ça demande des efforts, ça demande du temps, de l'énergie et puis c'est pas palpable. On le voit pas tout de suite, contrairement à ce beau vêtement ou ces belles chaussures, ce beau sac ou cette belle montre, ce beau téléphone que j'ai pu m'acheter. Ben ça me fait plaisir tout de suite, ça se voit, c'est tangible, c'est vérifiable, mais ça dure pas dans le temps. Ça me remplit pas intérieurement. Donc, nous vivons dans une époque où la réussite, malheureusement, elle se mesure de façon quantitative. Plus nous réussissons, plus nous possédons, mais le matériel, comme je l'ai dit, ben ça crée pas le bonheur, ça crée une forme de dépendance puisque comme c'est un plaisir qui ne dure pas très longtemps et que ça va sécréter sur le plan neurocérébral, la sécrétion, ça va amener à sécréter sur le plan neurocérébral un neurotransmetteur qui s'appelle la dopamine, qui est le neurotransmetteur de la dépendance. Et ben quand moi je vais ressentir un plaisir suite à l'acquisition de quelque chose, d'une activité plaisante, et ben je vais avoir envie de reproduire rapidement cette action parce que j'ai envie, mon cerveau va avoir besoin de ressentir de nouveau les bienfaits qui sont issus de la sécrétion de ce neurotransmetteur. Mais alors, qu'est-ce que c'est qu'être heureux? Je pense que j'ai déjà très rapidement un petit peu répondu à ça. Hein, quand je parlais tout à l'heure de « je ne suis pas heureux, pourtant j'ai tout », vous avez bien compris que notre bonheur, il ne nous vient pas des biens matériaux, il ne nous vient pas de l'extérieur.
Et heureusement, parce que vous imaginez, ça serait sacrément injuste, hein, beaucoup de personnes, malheureusement, seraient malheureuses parce que si on regarde la somme, l'ensemble de la population dans le monde, bien entendu qu'il y a plus de personnes qui possèdent des biens que de personnes qui n'en possèdent pas, et ce serait profondément injuste, sauf que mon Seigneur n'est pas injuste. Donc, le bonheur, c'est essentiellement un bien-être psychologique, c'est un bien-être qui s'accompagne de l'expérience du fait de ressentir des émotions plaisantes, des émotions agréables et surtout de la satisfaction de nos besoins. Donc, comme le dit l'adage, l'argent ne fait pas le bonheur, mais on dit aussi qu'il y contribue à la condition, l'argent fait le bonheur à la condition, il contribue au bonheur à la condition que je l'emploie à la réalisation de mes rêves, de mon épanouissement, de ma réalisation de moi et donc de la satisfaction de mes besoins. Alors, il y a une étude qui a été faite d'ailleurs pour étayer, pour appuyer un peu ce que je suis en train de vous dire. Il y a une étude qui a été faite qui a démontré que l'argent n'arrive qu'en 7e position comme source de satisfaction après la famille, les enfants, la santé, l'amour, les amis et les loisirs. Donc, on voit que quand même, ce qui l'emporte, c'est essentiellement nos relations interpersonnelles et que c'est pas dans les biens matériaux. Vous allez me dire oui, parce que j'ai eu des commentaires de cet ordre-là hier lors de mon émission. Vous allez me dire oui, mais alors, comment font les pauvres? Comment font les personnes qui vivent qui vivent en guerre, qui vivent dans des situations dramatiques? Eh bien, ça va dans le sens de ce que je vous ai dit depuis tout à l'heure, c'est que ma réalité externe, ce que je vis à l'extérieur, en fait, je vais l'interpréter, je vais le ressentir avec mon intériorité. On peut tous les deux, vous, moi, celui ou celle qui me regardait, on peut tous les deux vivre exactement la même situation et pourtant, moi, je vais le vivre avec bonheur ou bien-être et vous allez le vivre avec souffrance, anxiété ou même terreur. Pourquoi? Parce que ce qu'il y a à l'intérieur de vous, ce n'est pas ce qu'il y a à l'intérieur de moi. Comment on analyse ce qui vient de l'extérieur? On le fait avec nos pensées et donc parce que je pense, je ressens, on va le faire aussi avec nos émotions. Donc, on peut vivre une même situation et pas la ressentir de la même façon. Donc, les pays les plus pauvres, certes, bien entendu qu'ils vont avoir tendance à être plus malheureux que nous et c'est un peu normal, mais n'empêche que on s'est rendu compte que une fois un certain seuil franchi dans les revenus, dans les ressources, et c'est assez relatif à chaque pays, eh ben l'argent va, tout comme pour les pays développés ou en voie de développement, l'argent va compter de moins en moins pour eux comme source de bonheur. Parce que le bonheur, il repose plutôt sur la satisfaction équilibrée de nos besoins vitaux, de nos besoins affectifs et de nos besoins moraux. Et oui, le bonheur, il est le résultat de la satisfaction de nos besoins vitaux, affectifs et moraux. Et ça, déjà, il faut en avoir conscience. Alors, on est ensemble aujourd'hui. Je vous parle comme je parle à mes patientes dans mon cabinet. Donc, vous êtes dans mon cabinet aujourd'hui. On est dans de l'intime aujourd'hui. Ce que je vous dis, c'est ce que je constate avec mes patientes. Malheureusement, je reçois, comme l'a témoigné la personne et j'ai lu son témoignage en début d'émission. Malheureusement, je reçois souvent des femmes en consultation ou des couples qui me disent que Dieu leur a tout donné, qu'ils ont absolument tout et pourtant ils ont une profonde insatisfaction à l'intérieur d'eux. Pourquoi? Parce que souvent, ils n'ont pas conscience que à l'intérieur de notre affectivité, nous avons des besoins. Des besoins. Vous allez me dire, ouais, d'accord, mais c'est quoi exactement un besoin? Un besoin, il correspond à un état de manque qu'un individu va chercher à réduire pour ramener un équilibre à l'intérieur de lui, ce qu'on appelle notre affectivité. J'ai une tête pour penser, j'ai un cœur pour ressentir. Mon cœur pour ressentir, il est constitué de mes émotions, mais il est aussi constitué, donc les émotions, vous savez, c'est la joie, la colère, la tristesse, la peur, le dégoût, la surprise, la nostalgie, la jalousie, etc. Mon cœur, il est empli de mes émotions, mais il est également empli de désirs et de besoins. Un besoin, ça correspond à un état de manque qu'un individu va chercher à réduire pour ramener un équilibre à l'intérieur de son cœur.
Donc, un besoin, c'est un sentiment de manque ou de privation qui va être accompagné d'un désir de le voir disparaître. C'est parce que j'ai un besoin que je vais avoir un désir, et c'est parce que j'ai un besoin et donc un désir qui me dit que j'ai un besoin, eh ben, je vais avoir la motivation à aller satisfaire ce besoin. Alors, vous allez voir à l'écran, vous allez voir apparaître une toute petite liste de besoins. Alors, ce n'est que quelques besoins. Je vous invite, après l'émission, à aller regarder la liste des besoins. C'est une liste avec laquelle je travaille. Alors, elle est non exhaustive, elle n'est pas complète là. C'est une liste de besoins avec laquelle moi, je travaille en consultation avec mes patientes parce que, première étape, je prends conscience de mes besoins. Si je n'ai pas conscience qu'à l'intérieur de moi, j'ai un cœur qui a faim, et si je ne le nourris pas, eh ben mon cœur, il sera malheureux. C'est comme une plante. J'ai besoin de la nourrir, j'ai besoin de l'arroser, j'ai besoin de la faire vivre. Si vous n'êtes pas à l'écoute de vos besoins, si vous ne remplissez pas votre cœur, si vous ne nourrissez pas cette plante, il ne faut pas être étonné qu'elle se dessèche, voire qu'à un moment donné, elle meurt, même si je ne vous le souhaite pas, bien entendu. Donc, prenez le temps de lire la liste des besoins, éventuellement, si vous êtes sur votre téléphone, de faire des captures d'écran, parce que c'est indispensable que vous en ayez conscience. Ces besoins, le premier théoricien, la première personne qui a développé une théorie autour de la question des besoins, c'est un psychologue très connu que vous avez forcément dû en entendre parler si vous avez travaillé dans le management ou dans les ressources humaines. C'est bien entendu, vous le savez, Maslow. Alors, Maslow nous dit que tout individu va se développer grâce à la satisfaction de ses besoins. Donc, Maslow, c'est l'un des plus importants psychologues américains. Il a enseigné dans plusieurs universités. Il a présidé d'ailleurs l'American Psychological Association à la fin de sa vie. Donc, il est mort dans les années 70. Et ce n'est pas lui qui a fait la pyramide. Ce sont ses élèves, c'est les personnes qui l'ont suivi. Mais il est parti de l'idée que nos besoins se divisaient en cinq grandes parties que vous voyez aujourd'hui là apparaître à l'écran. Donc, la pyramide des besoins, c'est une représentation donc pyramidale de la hiérarchie de nos besoins. Le bas de la pyramide correspond à nos besoins les plus essentiels, nos besoins les plus pressants, nos besoins les plus vitaux. Ce sont nos besoins physiologiques. C'est là où on va retrouver la faim, la soif, nos besoins sexuels, le besoin de se reposer, le besoin de satisfaire, de calmer une douleur, par exemple, le besoin de se soigner. Donc, nos besoins les plus pressants et les plus importants se trouvent au bas de la pyramide. Si ces besoins ne sont pas comblés, l'individu ne va pas pouvoir monter dans l'échelle de la pyramide où il va avoir toujours un manque à combler. On part du principe que pour arriver tout en haut de la pyramide, c'est-à-dire l'épanouissement, le bonheur, la satisfaction, la sérénité, pour arriver tout en haut de la pyramide, il faut que en amont, on ait pu satisfaire tous les besoins qui précèdent. Je ne peux pas passer aux besoins supérieurs, à savoir le besoin de sécurité, si mes besoins physiologiques ne sont pas satisfaits. Et oui, comment moi je vais chercher à avoir des amis ou à participer à des activités sportives si déjà j'ai faim, si déjà j'ai pas de quoi payer mon loyer, si j'ai pas de quoi payer mes factures. Bien entendu qu'il y a une priorisation de nos besoins. Donc, si ceux-ci ne sont pas comblés, l'individu, comme j'ai dit, ne pourra pas monter dans l'échelle de la pyramide. Tout humain aspire aux besoins de réalisation de soi, et ça dès l'enfance. Donc, c'est une pyramide qui est valable aussi bien pour les enfants, pour les adolescents, que pour les adultes. Une personne qui arrive à combler tous ses besoins à répétition, c'est une personne qui sera heureuse et en bonne santé. Et ça, j'y reviendrai dans une prochaine émission. Je vous expliquerai ce qu'est la psychosomatisation et surtout le lien, la connexion entre ma psyché et mon soma, mon corps, mais c'est un autre sujet. Alors, au contraire, quelqu'un qui a de la difficulté à parvenir à la satisfaction de ses besoins, il sera malheureux. Donc, quand j'ai une personne qui me dit « j'ai une maison, j'ai une voiture, j'ai de l'argent, j'ai même un travail ou des enfants », elle me dit que ses besoins physiologiques ou éventuellement ses besoins de sécurité sont satisfaits, mais bien entendu que ce n'est pas suffisant pour arriver au haut de la pyramide. Le passage d'un niveau à l'autre, il se fait progressivement, donc il est
impossible, clairement, hein, de sauter à un niveau sans avoir comblé celui qui le précède. Alors, vous allez voir avec le schéma suivant, vous allez voir que c'est indispensable de pouvoir passer d'un niveau, de pouvoir combler un niveau pour pouvoir passer au niveau suivant. Alors, je disais tout à l'heure, si j'ai aucune amie pour discuter, je disais tout à l'heure que si j'ai faim, je ne peux pas me préoccuper d'avoir une activité sportive, hein, ce qui est absolument normal. Dans le même sens, si j'ai pas d'amis, si mon besoin d'appartenance n'a pas été comblé, n'a pas été satisfait, alors petite parenthèse, je vous encourage à faire des captures d'écran et à garder tous ces schémas pour vous, hein, parce que ces schémas que je vous montre là à l'écran sont bien sûr ceux que j'utilise en consultation, donc profitez-en. Donc, je disais tout à l'heure avec la pyramide de Maslow, c'est ce qu'on voyait tout à l'heure, il existe un besoin d'appartenance. Hein. Si moi, mon besoin d'appartenance n'est pas satisfait, c'est-à-dire si je n'ai pas d'amis, si je n'ai pas de relations amicales, si je n'ai pas une vie sociale, si mon besoin d'appartenance n'est pas satisfait, je ne pourrai pas satisfaire mon besoin d'estime. Si je n'ai pas d'amis, si je n'ai pas de personnes qui me renvoient une image positive de moi, je ne pourrai pas ressentir le sentiment d'avoir de la valeur. Et là aussi, je vous invite à regarder l'émission d'hier. J'ai parlé de l'estime de soi. Donc, lorsqu'un groupe de besoins est satisfait, un autre va progressivement prendre la place. Donc, on revient à l'autre schéma. Chaque fois que mes besoins physiologiques, vous voyez, hein, ils durent tout au long de la vie, tout le temps, j'ai mes besoins physiologiques qui doivent être satisfaits, même si à un moment donné, ils sont moins importants puisque mon besoin de réalisation, c'est-à-dire le fait d'être pleinement moi-même, de pouvoir répondre à la question qui je suis, quel est mon rôle sur Terre, quel est mon objectif, quels sont mes objectifs de vie. Quand ces objectifs-là, on a pu en prendre conscience et on a pu les atteindre, mes besoins physiologiques sont moins importants. Hein. J'ai moins besoin de manger, j'ai moins besoin, voilà. C'est pas la priorité sur le plan psychique, hein. C'est plus ça qui me fait mon bonheur. Mais au départ, c'est quand même ça dont j'ai le plus besoin. Donc, lorsqu'un groupe de besoins est satisfait, un autre va progressivement prendre la place selon l'ordre hiérarchique que vous avez vu. C'est d'abord mes besoins physiologiques, ensuite c'est mes besoins de sécurité, mon besoin d'appartenance. Mon besoin d'appartenance, on y retrouve mon besoin d'amour, ensuite mon besoin d'estime et mon besoin d'accomplissement de moi-même. Lorsqu'un besoin précédent n'est pas satisfait, il devient une priorité et il restera jusqu'à ce que j'arrive à le satisfaire et c'est ce que ce schéma nous montre. Alors, qu'est-ce qui va nous pousser à chercher à satisfaire nos besoins? D'abord, ça va être la motivation. La motivation, c'est l'action qui me pousse à combler un manque. Mais si moi, j'ai pas conscience de ce besoin, et donc si moi, je ne suis pas connectée au manque ressenti dans la non-satisfaction de ce besoin, et donc la frustration qui en découle, j'aurai pas la motivation, j'aurai pas l'envie, j'aurai pas l'énergie pour aller satisfaire ce besoin. Par exemple, un étudiant qui ressent le besoin d'appartenir à un groupe d'amis, hein, moi j'intègre une nouvelle école, une nouvelle université, je ressens le besoin d'appartenir à un groupe, j'aime pas me sentir seule, j'aime pas me sentir exclue. Cet étudiant, il va avoir la motivation en lui, à l'intérieur de lui, la motivation nécessaire pour faire ce qu'il faut pour être accepté dans le groupe. Alors, je reviens sur un sujet très lointain qui a fait polémique pendant très longtemps et qui fera très probablement à la fin du confinement de nouveau polémique. Je reviens sur la question du voile, la question de l'identité, ou en tout cas l'affichage de l'identité religieuse. Mon voile fait partie de mon identité et donc si on m'exclut à cause de ce voile, on va m'exclure à cause de mon identité culturelle ou religieuse. Sauf que moi, je risque d'en souffrir parce que j'ai besoin de sentir que j'appartiens à un groupe, j'ai besoin de sentir que je suis acceptée par les autres. Alors, j'ai besoin au minimum, en tout cas, d'être acceptée par un groupe et je ressentirai, même si je ressentirai une douleur, même si certaines personnes revendiquent absolument pas avoir besoin des autres, elles sont en train de se mentir à elles-mêmes, elles sont dans le déni d'un besoin que nous avons tous de façon universelle. L'insatisfaction répétée de nos besoins à long terme va être
pathologique. Andy Jasmine nous dit, moi, j'ai plein de besoins qui ne sont pas comblés. Alors, ça risque sur le long terme, à force, ça risque d'être pathologique. Certaines personnes résistent mieux que d'autres à l'insécurité, le sentiment de ne pas appartenir à un groupe, à la solitude ou un manque de reconnaissance, au manque d'estime. Certaines personnes vont résister beaucoup plus facilement à la non-satisfaction de ces besoins parce qu'elles ont une histoire, elles ont un bagage, elles ont des ressources à l'intérieur d'elles pour affronter la frustration qui en découle sur le moment. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. On n'a pas tous le même passé, on n'a pas tous les mêmes expériences, on n'a pas tous les mêmes traumas, on n'a pas tous les mêmes carences. Et donc, si moi, je suis déjà fragile, si je suis déjà carencée, c'est-à-dire si j'ai grandi dans un environnement où on m'a souvent déconnecté de mes besoins et souvent carencée dans la satisfaction de mes besoins, forcément, à l'âge adulte, quand je vais être confrontée à des situations qui vont venir appuyer sur mes manques, eh ben, ça risque d'être compliqué pour moi, ça risque d'être pathologique, ça risque d'être difficile pour moi de sortir, de supporter, sortir grandi de cette épreuve et de pouvoir m'en défaire. Chaque fois que j'ai un besoin qui est comblé, je vais ressentir des émotions plaisantes. Je vais ressentir des émotions du bien-être et c'est exactement ça qui va m'amener à avoir le sentiment d'être heureuse. Sauf qu'à l'inverse, si je ne suis pas à l'écoute de mes besoins et si je ne fais pas en sorte de les satisfaire, je risque d'être pris dans un engrenage, je risque d'être à force dans un cercle vicieux. Et c'est exactement le schéma que vous voyez apparaître à l'écran. Si vous n'exprimez pas vos besoins et donc vos désirs, puisque le désir découle du besoin, hein, c'est le désir, c'est ma pensée consciente en fait de mon besoin. Si vous n'exprimez pas vos besoins et vos désirs, et si déjà vous n'en avez même pas conscience, vous n'allez pas pouvoir avoir la motivation et faire ce qu'il faut, mettre en œuvre la satisfaction de ces besoins. Sauf que si vous ne savez pas satisfaire vos besoins, je vous garantis, je vous le promets, que votre psyché va vous amener quand même à faire en sorte de satisfaire des besoins. Et vous savez quoi? C'est un peu ce qu'on se disait hier. Eh ben, si vous n'êtes pas à l'écoute de vos besoins, eh ben, vous allez aller satisfaire les besoins des autres. Vous serez dans constamment une forme d'abnégation, une négation de vos besoins et vous serez donc dans la satisfaction des besoins des autres. Sauf que les autres, comme toute situation qui est plaisante, ils vont vite en être dépendants et ils vont très vite vous solliciter. Et si vous ne savez pas vous faire plaisir, forcément, vous ne saurez pas dire non, vous ne saurez pas ce qui est bon pour vous. Et finalement, c'est un cercle vicieux parce que je me déconnecte de moi et je suis focalisée sur les autres. Et ben, à force, je vais être en souffrance et je vais être malheureuse. Donc, la satisfaction, donc là encore ce schéma, faites une capture d'écran, faites en sorte de l'avoir bien à l'esprit. C'est indispensable que vous soyez en connexion à vos besoins, on les a vus tout à l'heure, parce que c'est ce qui va faire que vous pourrez ressentir de la satisfaction, de l'épanouissement, du bien-être. Et on est bien d'accord, revenez sur le début de l'émission, réécoutez-la, ce ne sont pas les biens matériaux, ce qui nous vient de l'extérieur, ce n'est pas ça qui va être à l'origine de mon bonheur, de mon bien-être. Alors, vous me direz, ok, d'accord, mais que faire? Alors, moi, je vous dis ce que je dis à mes patientes, listez vos besoins. Faites la liste de tous vos besoins, de tout ce que vous voulez faire, de tout ce que vous voulez être, de tout ce que vous voulez avoir. Faites la liste de vos besoins. Aujourd'hui, maintenant, vous avez le temps. Prenez ce temps pour vous revenir à vous, pour vous reconnecter à vous et vous introspecter. Essayez aussi de noter, vous reprenez la pyramide de Maslow et essayez de mettre sur 20 une note et de voir dans quelle mesure sur 20 vos besoins sont satisfaits. Essayez de les hiérarchiser, de les prioriser. Alors ça, je sais que c'est un peu difficile parce que c'est un travail que je fais en consultation, mais c'est pas grave. L'effort, l'implication, l'envie que vous allez y mettre dans votre introspection, c'est le début de la guérison, c'est le début de la thérapie. Donc, essayez de hiérarchiser vos besoins. Essayez d'identifier s'ils devraient être satisfaits à court terme, à moyen terme ou à long terme. Et puis surtout, s'il vous plaît, écoutez-vous en vous accordant des temps de pause et des temps d'introspection. Tout à l'heure, en fin d'émission, je vous donnerai des conseils de lecture. Alors, vous devez également, c'est indispensable, vous devrez également apprendre à vous affirmer. Je vais prendre un peu plus de temps là. Je veux vraiment que vous entendiez tout ce que je vais vous dire parce que c'est
indispensable que vous puissiez vous affirmer, que vous puissiez apprendre à dire non. Dire non, c'est prioriser, c'est être à l'écoute de vos besoins. Alors, l'affirmation de soi, le fait de dire non à la demande de l'autre, c'est pas haram, hein, c'est pas un mal, c'est pas négatif, c'est juste indispensable. Alors, qu'est-ce que c'est que l'affirmation de soi? L'affirmation de soi consiste en ma capacité à exprimer mes émotions, ma capacité à exprimer mes pensées et mes opinions, de même que de défendre mes droits, hein, tout en respectant ceux des autres, et cela de façon directe, honnête et appropriée. L'affirmation de soi, qu'on soit bien d'accord, je préfère vous rassurer, pas d'inquiétude, ce n'est pas quelque chose d'inné, ce n'est pas quelque chose qui nous vient de notre naissance, hein, c'est pas une habilité qui nous vient à la naissance, c'est une habilité qui s'acquiert avec le temps suite à un entraînement. Alors, il y a des personnes qui sont un peu plus privilégiées que d'autres. Il y a des personnes qui, dès leur enfance, vont avoir des parents ou des figures d'attachement, vont avoir des personnes qui vont les encourager, les stimuler à s'affirmer, c'est-à-dire à dire leur point de vue, à dire ce qu'elles pensent. Elles seront encouragées, elles seront poussées à exprimer leurs émotions. On va leur apprendre à dire ce qu'elles ressentent, hein. Vous connaissez les 6 émotions primaires, la joie, la tristesse, la peur, la colère, la surprise et le dégoût, mais il en existe plus de 100 autres que je vous invite à aller regarder sur Internet. Alors, Leila Dramé nous dit « Une femme célibataire souhaitant se marier, dans quel besoin fait-elle partie ?» Alors, dans ces cas-là, si vous, la réponse à la question que vous voulez avoir, c'est où est-ce qu'elle se situe par rapport à la pyramide de Maslow, elle va essentiellement se situer par rapport à le besoin d'appartenance, parce que c'est dans le besoin d'appartenance qu'on retrouve l'amour, la considération, l'affection, la reconnaissance, les échanges, et forcément, elle a aussi le besoin d'estime, elle a aussi le besoin d'épanouissement, hein. Par contre, une femme qui est mariée et qui a son besoin d'appartenance, entre guillemets, qui est comblé, qui est satisfait parce qu'elle a un mari, entre guillemets, elle peut ne pas être heureuse pour autant parce que son besoin de sécurité n'est pas complètement satisfait. Le besoin de sécurité, c'est j'ai besoin de vivre dans un pays en paix, qui n'est pas en guerre, j'ai besoin de vivre dans une ville où les gens ne se tapent pas dessus, où il n'y a pas de violence, et surtout, j'ai besoin de vivre dans un lieu, d'être en contact avec des gens qui me sécurisent physiquement et intérieurement, c'est-à-dire qui ne vont pas être transgresseurs, qui ne vont pas être violents vis-à-vis de moi sur le plan physique, mais également sur le plan émotionnel. J'ai besoin de pouvoir être dans ce qu'on appelle un style d'attachement sécure. J'ai besoin d'être sûr que mon mari ne me trompe pas, d'être sûr que mon épouse ne va pas me quitter du jour au lendemain. J'ai besoin d'être sécurisée intérieurement, d'être sûre. Voilà. Donc, pour répondre à votre question, on est sur le besoin d'appartenance et malheureusement, pour beaucoup de personnes, encore aujourd'hui, plus d'une femme sur 5 dans le monde est victime de maltraitance physique et psycho-affective et émotionnelle. Malheureusement, beaucoup de personnes sont en couple, mais leur besoin de sécurité n'est pas complètement satisfait. Donc, je reviens sur l'affirmation de soi. L'affirmation de soi, c'est une compétence, une habilité qui s'acquiert parce qu'on nous l'a appris, parce qu'on a eu des parents ou des figures d'attachement, comme je le disais, qui nous encourageaient, nous poussaient à dire ce que l'on ressent. Hein. Donc, les émotions primaires, je les ai citées tout à l'heure, mais il existe plus de 100 émotions secondaires. Donc, on a eu des parents qui nous ont aussi poussés, stimulés à nous affirmer, à dire ce qu'on ressent et à dire nos besoins. Je vais vous donner un exemple que je donne là aussi très régulièrement parce que je le trouve hyper parlant, juste pour que vous compreniez à quel point il est indispensable, il est vital même presque, hein, que vous puissiez être à l'écoute
de vos besoins. Je vais aussi m'adresser, puisque vous savez que je fais souvent intervenir la sphère spirituelle dans les prises en charge que j'ai avec mes patientes, et je n'en rougis pas, je n'en ai pas honte. Pourquoi? Parce que moi, la thérapie que je propose dans mes consultations, et c'est aussi ce que je fais avec vous, parce qu'avec vous aujourd'hui, je suis ce que je suis, je ne cherche pas à me travestir, et je vous remercie France Maghreb 2 de me donner la possibilité d'être moi-même, et elle vous donne aussi la possibilité d'être vous-même, puisque vous pouvez vous exprimer. La thérapie que moi je propose, c'est ce qu'on appelle la thérapie interpersonnelle. Je vous invite à aller regarder sur Internet de quoi il s'agit. Cette thérapie, mais aussi mon référentiel, mon bagage théorique, il me vient, moi, des États-Unis. Alors, pourquoi j'ai tendance à m'appuyer, vous le voyez dans les lectures que je propose, et peut-être même dans les théories, vous voyez, là, je parle de Maslow. Pourquoi moi, je m'appuie beaucoup sur les thérapeutes, sur les psychologues nord-américains? Pour celles qui me connaissent, je vais me répéter, mais pour ceux qui ne me connaissent pas, si je m'appuie sur ces théoriciens-là, c'est parce qu'aux États-Unis, il n'y a absolument aucun tabou, il y a aucune, et puis dans le monde anglo-saxon en général, il n'y a pas de tabou, il n'y a pas de honte, il n'y a pas de gêne à pouvoir associer dans la prise en charge d'un patient ou dans le soutien qu'on peut apporter à une personne qui est en souffrance sur le plan psycho-affectif. Il n'y a aucune gêne, aucune honte à associer psychologie et spiritualité, religiosité. C'est un tabou, c'est quelque chose qui est encore malheureusement mal perçu par la communauté des psychologues en France. C'est souvent un peu rejeté, même si les humanistes, et alhamdoulilah, ça commence à évoluer. C'est souvent mal perçu parce que nous avons en France, en Europe, en général, puis même dans le monde, mais surtout en Europe, on a un très long héritage, on a un gros bagage qui nous vient de la psychanalyse, et je n'ai pas besoin de vous dire ce qu'est la psychanalyse, surtout la lecture de la psychanalyse par rapport à la religion, mais en tout cas, en gros, la psychanalyse, ou en tout cas Freud, pour en revenir essentiellement à lui, a une lecture particulière de la religion, puisqu'il considère que si j'ai une religiosité, ce que je suis, et ce que beaucoup d'entre vous êtes aussi, pas que, mais d'autres, enfin certains le sont en tout cas sur la page de France Maghreb 2, votre religiosité, votre spiritualité, en fait, elle est l'expression, elle est le symptôme d'une souffrance, pour la psychanalyse, d'une souffrance, d'un conflit intérieur, et donc la psychanalyse va vous pousser, va chercher à vous défaire de cette souffrance et donc du symptôme, croyance, religion. Donc forcément, moi, je me sens pas proche de ça, je peux pas, moi, me travestir et être ce que je ne suis pas face à mes patients. Je peux pas vous encourager à vous affirmer, à dire vos besoins, à dire votre identité. Oui, parce que votre identité, c'est quoi? C'est la somme de vos besoins. Vos besoins, ils évoluent avec le temps, mais ils disent qui vous êtes. Si vous n'êtes pas en connexion avec vos besoins, soyez certaine que vous ne savez pas, et soyez certaine que vous ne savez pas qui vous êtes. Donc, moi, je ne peux pas vous encourager à vous reconnecter à vos besoins et à les affirmer si moi-même, bien entendu, je ne le fais pas. Je ne vais pas prêcher une chose et faire le contraire. Donc, forcément, je ne me sens pas proche ou pas beaucoup ou trop proche, on va dire, de la psychanalyse dans la thérapeutique que je propose, et donc j'ai aucune gêne à associer religiosité, spiritualité. Et donc j'en reviens à l'exemple que je voulais vous donner, puisque j'ai un peu dans la digression, mais je reviens à cet exemple pour que vous compreniez bien l'importance de savoir s'affirmer. Imaginons que vous êtes on prend un exemple qui est en rapport avec l'émission d'hier. Imaginons que vous êtes une maman qui est en télétravail toute la journée, qui doit gérer ses enfants, les devoirs, et puis alors je ne sais pas je vous dis franchement, je ne sais pas ce qu'ont les enseignants à travers les différents sites internet sur lesquels on doit se connecter pour nos enfants. Je ne sais pas ce qu'ils ont à nous donner, une quantité incroyable d'exercices et de devoirs. Alors je ne sais pas si c'est pour se déculpabiliser, pour avoir le sentiment peut-être de travailler, mais s'il vous plaît, soyez un peu bienveillants envers nos enfants. On n'est pas en capacité de leur faire tout ce que vous leur demandez. Mais bon, bref, ça c'est soit dit en passant. Donc, imaginons une maman qui est en télétravail, qui gère la maison. On va dire qu'elle est aidée, alhamdoulilah, par son mari, par son conjoint, par ses enfants, mais elle a une somme énorme de tâches à accomplir dans une journée qui fait qu'elle est fatiguée. Et elle décide à un moment donné de faire une petite pause. Elle décide de se dire, ok là,
je vais m'arrêter une petite heure parce que je vais faire les exercices de Madame Maghrebi ou je vais juste faire une petite sieste. Et là, il y a la voisine qui sonne à la porte et qui dit « S'il te plaît, Horty, est-ce que je peux te laisser juste 1 heure ou 2 mes enfants parce que je dois aller faire des courses ?» Alors, en dehors, hein, bien entendu, du contexte de confinement, hein, parce que là, on est encore plus gentil dans le confinement, ce qui est normal. En dehors de ce contexte-là, elle vous demande, elle vous dit « Voilà, est-ce que je peux te laisser mes enfants ?» Vous faites quoi? Vous priorisez vos besoins à vous ou est-ce que, gentil comme vous êtes, vous allez absolument pas vous affirmer et vous allez répondre à son besoin à votre voisine? Imaginons que vous répondiez à son besoin à cette voisine. Vous n'êtes pas reposé, vous n'avez pas pris le temps qui était nécessaire pour vous. Donc là, on est sur le bas de la pyramide de Maslow, on est dans les besoins physiologiques. Et même si c'est des besoins un peu plus subtils, un peu plus complexe, à savoir le besoin d'estime, n'empêche que vous n'avez pas pris le temps de répondre à votre besoin à vous. Quelques jours après, vous allez sonner à la porte de votre voisine parce que vous avez besoin qu'à votre tour, elle vous garde vos enfants. Donc vous, vous vous dites, moi j'ai gardé les siens, normal, je vais avoir un retour, je vais avoir une réciprocité, hein, bien sûr, je l'ai fait, donc elle le fera aussi. Sauf que la voisine vous dit, ah non, désolée, mais là, moi, j'ai besoin de me reposer ou je suis en train de faire un gâteau ou je suis en train de faire, j'avais l'intention d'aller prendre une douche ou j'ai besoin d'appeler une amie, je peux pas m'occuper de tes enfants. Soyez honnête avec vous-même. Je suis sûre et certaine que vous allez rager. Vous allez entrer en colère. Vous n'allez pas être contente ou content parce que vous allez vous dire, mince, moi, après tout ce que j'ai fait pour elle, moi, j'ai fait ci ou ça et elle, elle me le rend pas. Attention, et donc c'est là où j'en reviens à la dimension religieuse et spirituelle. Attention, mon Seigneur, il me dit dans le Coran, ne fais pas suivre ta bonne œuvre d'un rappel. Mon Seigneur m'a exhorté, il m'a interdit, une fois que j'ai fait une bonne action, c'est-à-dire j'ai fait une action qui est valorisée moralement, il m'a interdit de me dire à moi ou à l'autre, « Oh, mais moi, je t'ai fait. Oui, mais moi, j'ai donné. Oui, mais moi, j'ai fait ci. Moi, j'ai fait ça. » Mon Seigneur, il me l'a interdit. Ah oui, mais le mode d'emploi que mon Seigneur me donne, il n'est pas en contradiction avec ma psyché, hein, il n'est pas en contradiction avec ce que je suis. Le mode d'emploi, donc la religion que mon Seigneur me donne, elle est forcément en adéquation avec sa création. S'il y a une contradiction, c'est qu'il y a un problème dans la lecture du mode d'emploi, mais jamais dans la parole de notre Seigneur ou dans ce que nous sommes. Puisque la science est en corrélation avec la parole de notre Seigneur. C'est juste que nous sommes ignorants de science et donc on ne peut pas toujours bien comprendre, recevoir, s'approprier la parole de notre Seigneur. Mais donc, mon Seigneur, il m'interdit de faire suivre ma bonne action d'un rappel. Waouh! Mais mon Seigneur, il me dit aussi que quand on fait un bien, c'est pour nous. Que quand je fais une bonne action, c'est pour moi. Comment se fait-il qu'à ce moment-là, moi, je ressente de la colère ou un peu de frustration? C'est parce que quand elle m'a demandé de lui rendre service, ma voisine, je ne me suis pas rendu service à moi. Je n'ai pas été à l'écoute de mon besoin à moi. Je ne me suis pas priorisée. Et donc, naturellement, la frustration qui résulte d'un besoin qui n'est pas satisfait va rester à l'intérieur de mon cœur. Et chaque fois que je vais être dans une situation à l'extérieur, dans la réalité externe, chaque fois que je vais vivre une situation qui va me rappeler cette frustration, elle va me déborder et je peux en arriver jusqu'à ressentir de la colère. Maintenant, on reprend exactement la même situation, mais on va agir un peu différemment. Maintenant, on se dit qu'elle vient, elle sonne et on lui dit « Ah non, désolée Horty, excuse-moi ma soeur, pardon, je ne peux pas parce que là, tu vois, j'ai besoin de me reposer. » Certes, ça ne va pas lui faire plaisir, mais n'empêche que quand moi, j'irai lui demander de me garder les enfants et qu'elle me dira non, je ne vais pas me mettre en colère, je ne vais pas m'énerver parce que je vais me dire « Elle a raison !» Bravo, elle s'est affirmée. Moi, je me suis écoutée. C'est absolument normal qu'elle s'écoute. Et donc, je ne vais pas avoir de rancœur, je ne vais pas avoir d'animosité à l'intérieur de moi qui risque avec le temps d'abîmer, de gâcher mes relations avec ma voisine ou toutes les personnes avec qui je suis en contact, avec qui je suis en relation. Il est indispensable de savoir s'affirmer. Alors, donc, ça, ce que j'ai décrit dans le deuxième cas, c'est ce qu'on appelle l'affirmation de soi assertive. Je dis ce que je pense, je dis ce que je ressens, je priorise mes besoins et je sais bien entendu me défendre quand je suis agressée. Un comportement assertif
ou affirmatif, c'est la même chose, hein, il se distingue, il se différencie de 3 autres types de comportements qui ne sont pas bons et qui vont nous amener à force avec le temps à être malheureux. Il y a ce qu'on appelle le comportement soumis, passif, hein, c'est le fait que j'ai du mal à dire ce que je pense, à dire ce que je ressens, je priorise pas mes besoins, et puis ma façon de m'exprimer, ça va être de façon très indirecte, assez inappropriée, je vais le faire surtout au détriment de mes propres droits. Ensuite, on a le comportement agressif, où là, à force de m'être contenu, d'avoir intériorisé, d'avoir bloqué à l'intérieur de moi mes émotions qui résultent de mes besoins qui ne sont pas satisfaits, et ben au bout d'un moment, je vais exploser. Et là, l'affirmation de soi agressive, elle se manifeste par l'expression de mes émotions, de mes désirs, de mes besoins, de mes opinions, de mes pensées aussi, ainsi que la défense de mes droits, mais au détriment des autres. Hein, je le fais de façon souvent directe, mais de façon inappropriée pour l'autre. Et puis, on a un troisième type d'affirmation de soi qui n'est pas bon, qui à terme nous rend malheureux. En vérité, même si là vous allez me dire vous êtes sûr, mais si je vous garantis, ça nous rend aussi malheureux. C'est ce qu'on appelle l'affirmation de soi manipulatrice, et elle se caractérise là aussi par le fait de dire ce qu'on pense, qu'on ressent, de satisfaire ses besoins, mais là on le fait de façon pernicieuse, on le fait de façon indirecte, de façon malhonnête, c'est le fait de mentir, de culpabiliser l'autre, etc. Donc quand j'ai tout, mais que pourtant je me sens malheureux, hein, si j'ai tout ce qu'il faut, si j'ai le sentiment que la vie, que mon Seigneur, que le divin, bref, que l'humanité m'a permis d'avoir tout ce que je veux et que pourtant je suis malheureux, c'est souvent que je suis dans la non-écoute de mes besoins. Et donc, vous avez bien compris que celui qui n'écoute pas ses besoins s'expose au risque d'être dans l'affirmation de soi soumise, passive. Souvent, les personnes qui ont tout et qui sont malheureuses sont des personnes qui ne s'affirment pas. Et donc, c'est des personnes qui se caractérisent par l'incapacité d'exprimer leurs pensées, leurs émotions, de ne prioriser leurs besoins et de défendre leurs droits. Ne pas exprimer tout ce que je viens de dire, hein, la personne qui n'ose pas s'affirmer, c'est une personne qui a peur de blesser, qui a peur d'être rejetée, qui a peur de paraître ridicule, qui a peur de déplaire, qui a peur de gêner, qui a peur ou par timidité. Donc, comme on le voit très bien, hein, Colo nous le dit, lorsque vous dites oui aux autres, faites en sorte de ne pas dire non à vous-même, parce que c'est exactement ça. La personne non affirmative, elle n'ose pas s'exprimer parce qu'elle a des peurs de blesser les autres, d'être rejetée, de paraître ridicule, de déplaire. Mais ces peurs-là vont l'empêcher d'être elle-même. Et à long terme, la personne soumise, elle risque, et de façon très chronique, elle risque d'être insatisfaite et souvent, à long terme, de devenir agressive, voire anxieuse. Et ça, il va s'ensuivre une diminution de sa qualité de vie. Et oui, parce que mon Seigneur me le dit que quand je fais un bien, c'est pour moi, ce n'est pas les autres. Et parfois, les conséquences néfastes du fait de ne pas s'affirmer, ça va être la somatisation ou la dépression chronique, mais ça, j'y reviendrai dans une prochaine émission. Donc, la personne soumise, elle va accumuler très fréquemment du ressentiment face à son entourage. Elle va devenir chroniquement insatisfaite et elle pourra avoir constamment le sentiment d'être abusée ou d'être exploitée. Il va donc de fait lui être très difficile d'établir des relations interpersonnelles durables, satisfaisantes et harmonieuses parce qu'elle ne sait pas dire non. Et oui, et donc pourquoi est-il si important de savoir dire non? Parce que s'affirmer, ça permet de renforcer le contrôle que j'ai de moi, ça permet de m'éloigner du risque de me sentir exploitée et donc d'accumuler des rancœurs comme je viens de le dire, hein. Mais c'est aussi quelque chose qui va m'encourager, me stimuler à pouvoir m'impliquer dans des activités sans dépasser mes limites. Lorsqu'on répond toujours favorablement aux besoins et aux demandes de tout le monde, on néglige et on oublie ce qui est important pour nous et on risque à terme l'épuisement. C'est l'incapacité à dire non qui nous conduit au sentiment de ne pas être heureux. Et oui, je peux posséder tous les biens matériaux, tous les biens matériels de la terre, je peux posséder tout ce que je désire et pourtant être malheureux. Savoir dire non,
gentiment aux gens, hein, est une façon de se dire oui à soi, de se rapprocher de ses besoins, de ses désirs, et s'affirmer et oser dire non renforce notre estime de nous. En n'exprimant pas nos propres besoins, nos envies, etc., en fait, on ne va pas agir en accord avec nous-mêmes et on va perdre notre propre valeur et notre propre estime. Je ne peux pas arriver au haut de la pyramide de Maslow, je ne peux pas être dans l'épanouissement si cette pyramide, je ne cherche à la satisfaire que pour les autres, si je ne suis pas à l'écoute de mes besoins. Savoir dire non, c'est le dire aussi de façon claire. Et le fait d'être clair, hein, de fixer des limites, c'est aussi ce qui va vous permettre, et là aussi ce sera un autre sujet d'émission, ça va vous permettre de mettre des limites face aux personnes toxiques, aux personnes manipulatrices, aux personnes qui sont intéressées vis-à-vis de vous et qui vont chercher à vous marcher sur les pieds en vous culpabilisant ou en vous abusant. Donc, pouvoir dire non, c'est une façon de se protéger et de ne se pas laisser entraîner dans le piège d'une communication, d'une affirmation de soi manipulatrice de la part de l'autre. Alors, pourquoi la plupart d'entre nous, pourquoi nous, hein, pour la plupart, on n'arrive pas à dire non? Ben, on n'arrive pas à dire non d'abord parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, on a peur. On a peur de quoi? Ben, on a peur d'être en conflit, on a peur d'être jugé ou critiqué, on a peur de passer pour une égoïste ou pour un égoïste, on a peur de dépleur, on a peur de blesser, hein. J'ai peur que ma voisine, elle se dise que je suis méchante, ou pire, que je suis pas une bonne musulmane, alors que c'est absolument le contraire. Le bon croyant, il est en connexion avec ses besoins. Si vous avez un petit peu regardé, et puis c'est sûr, vous savez hein, comment on doit agir dans la répartition de la zakat. Hein. Moi, je ne paye zakat elle-même, c'est-à-dire la zakat sur mes revenus, sur mes ressources, qu'à la condition que tous mes besoins sont satisfaits. Regardez, on voit comme il est miséricordieux envers nous, et comme nous ne le sommes pas envers nous. C'est parce que j'ai d'abord satisfait mes besoins à moi, et que j'ai un surplus, qu'ensuite, je vais aller satisfaire les besoins des autres. Donc, et je vais commencer par qui? Je vais commencer par ceux qui me sont le plus proches. Et petit à petit, je vais espacer, je vais élargir et gérer de mes personnes les plus proches à ensuite mes voisins et puis les personnes, bien sûr, qui œuvrent à la récolte de la zakat pour donner aux personnes qui sont encore plus éloignées. Mais on commence toujours par soi. Je commence par moi parce que n'oubliez pas, et ce sera là aussi un autre sujet d'émission, c'est mon cœur, c'est ce que je suis à l'intérieur de moi qui, in m'apportera le bonheur ici-bas ou dans l'au-delà. Alors, Amal nous dit, dire non, c'est bien. Cependant, pourquoi se sentir lourd de culpabilité? Eh ben, c'est aussi à cause de nos croyances. Je me sens coupable quand mon attitude, mon action, elle est en contradiction avec mes valeurs, avec ce que j'ai acquis, avec ce que j'ai intériorisé dans ma cognition. Quand on a des croyances qui sont principalement issues de notre éducation, quand nos parents nous ont éduqués avec des croyances comme le fait qu'il faut faire plaisir aux autres. Allez, arrête d'être méchante, sois gentil, fais-lui plaisir. Quand on a grandi avec des croyances qu'il faut penser aux autres, hein, leur donner ce qu'ils veulent avant de penser à soi. L'abnégation, c'est quelque chose qui nous vient d'une tradition judéo-chrétienne, mais ce n'est pas en réalité, malheureusement, c'est ce qu'on croit, mais ce n'est pas en réalité ce que nous transmet notre religion. Et je sais qu'on a des beaux penseurs qui nous viennent de bon, c'est un autre débat, qui nous injectent dans notre psyché que on doit écraser notre neuf, qu'on ne doit pas être à l'écoute de nous du tout, qu'on doit être que dans l'abnégation et la satisfaction des besoins des autres. C'est absolument faux, parce que votre neuf, c'est lui qui vous fera rentrer au paradis, parce qu'il aime notre Seigneur et que notre Seigneur vous aime. Il faut arrêter avec cette croyance-là. Donc, si vous vous sentez coupable, c'est que vous avez intériorisé ce qu'on appelle des fausses croyances ou des pensées limitantes qui vous viennent souvent de l'éducation, soit de vos parents, soit des lectures que vous avez pu faire, etc. On grandit aussi avec ces idées. On a injecté dans notre psyché que notre avis, c'est pas le plus important, c'est pas ce qui compte, hein, c'est l'avis du groupe, hein, de la masse. Que le plus important, on doit se déconnecter de notre réflexion, on doit pas trop réfléchir. Que c'est malvenu de dire non, que c'est mal poli, que ce n'est pas gentil. Également, ce qui va faire que on risque de culpabiliser et surtout ce qui risque de nous amener à ne pas nous affirmer, ça va être notre manque d'estime de nous et de notre confiance en nous. Quand on manque de confiance en soi, quand on manque d'estime de soi, on est persuadé de valoir moins que les autres, on est persuadé qu'on n'a pas les ressources en nous, qu'on va pas y arriver, qu'on va pas être capable de s'affirmer et de dire non. On va penser qu'on n'a pas le droit de refuser, de dire non parce que on a peur aussi que les autres nous renvoient une image négative.
de nous. Et si moi, j'ai pas confiance en moi, j'ai besoin que l'autre me renvoie une image positive de moi, parce que vous vous souvenez, je le disais hier, l'estime de soi, elle repose sur l'idéal que j'ai de moi, mais aussi l'image que j'ai de moi, ce que les autres me renvoient de moi. Mais si moi, j'ai pas une bonne image de moi, si moi, j'ai pas une bonne estime de moi, parce que je suis loin de mon idéal, je n'ai pas fait tout ce qu'il fallait pour satisfaire mes besoins, pour réaliser mes rêves, pour réaliser mes objectifs de vie, et forcément, j'aurai pas une bonne estime de moi et je vais être très dépendante de ce que les autres vont dire de moi. Donc, surtout pas, faudrait pas qu'on dise que je suis méchante ou que je suis pas une bonne musulmane ou que je suis pas quelqu'un de bien, parce que j'ai viscéralement besoin que les autres me disent que je suis cette belle personne. Donc, si moi, j'ai pas une bonne estime de moi et si j'ai pas confiance en moi, forcément, je n'arriverai pas à dire non. Mais comment dire non et comment oser dire non? Dire non, c'est quelque chose qui s'apprend et ce n'est pas être méchant. Ce n'est pas être méchant parce que je vous le jure, par expérience, mais aussi avec ce que je constate dans mes consultations, je vous jure qu'à un moment ou à un autre, quand vous vous oubliez, vous allez toujours avoir un retour de bâton. Vous allez toujours en payer le prix. Et vous risquez, vous, parce que vous aurez accumulé des frustrations et de la colère à l'intérieur de vous, vous risquez de devenir injuste vis-à-vis des autres. Or, bien sûr, vous savez que l'injustice, c'est ce qui est rejeté en islam et dans toute religion, en tout cas monothéiste et pas seulement. Parce que quand je suis injuste, j'accumule des énergies négatives en moi. Et pour les religions animistes ou autres, on vous dira que vous risquez d'accumuler des malchances ou la poisse. Donc, il existe différentes techniques pour dire non, pour oser dire non. Ce qui est sûr, vous en trouverez plusieurs sur Internet et je vous encourage à aller regarder. Mais ce qui est sûr, c'est que quand on est face à des personnes qui ont pris trop l'habitude de nous entendre toujours dire oui, les personnes à qui vous allez dire non une première fois, votre interlocuteur, il risque de vous relancer. Il lâchera pas, il va vous pousser dans vos retranchements et dans vos limites, et donc vous allez être obligé de tenir bon en restant bien sûr toujours bien calme, sans vous énerver. Il faudra répéter plusieurs fois de suite jusqu'à ce que la personne comprenne ou se lasse ou abandonne. Et c'est valable pour nos enfants, mais pas seulement. C'est aussi valable pour mon collègue, c'est aussi valable pour mes amis ou pour les membres de ma famille. Il faut dire non. Et quand vous dites non à une personne, en réalité, mon expression n'est pas bonne. Vous ne dites pas non à la personne, vous dites non à sa demande, ce qui n'est pas la même chose. Je dis non à la demande de la personne et pas à la personne. Et ça, il faut que vous en ayez conscience pour cesser de vous culpabiliser. Donc, je vais lui dire non. Ensuite, s'il faut que j'insiste, je vais dire je suis désolée, mais c'est non. Et s'il faut encore que j'insiste, je dirais mais je suis vraiment désolée de refuser, mais c'est vraiment non. Vous pouvez aussi, quand vous êtes face à des personnes manipulatrices ou des personnes qui cherchent à profiter de vous, vous pouvez également utiliser la technique du brouillard, à savoir être très évasive, avoir des termes tels que peut-être, bon, c'est possible, sans doute, certainement, je n'en doute pas. Mais bon, moi, je trouve que ça, c'est vraiment cette affirmation soit un peu manipulatrice. Il faut y avoir recours que seulement et uniquement quand vous êtes face à des personnes qui sont potentiellement toxiques et donc vous voulez vous en préserver. Vous n'avez pas d'autre choix que d'avoir recours à des conduites de contre-manipulation, mais c'est encore là aussi un autre sujet. Donc, il y a 4 règles à respecter pour réussir à dire non. Et surtout les mamans ou surtout les employés qui ont des collègues un peu abusifs, un peu insistants. Première chose, vous ne devez pas vous montrer hésitant ou hésitante. Vous devez être franc et ferme quand vous dites non à quelqu'un. Répétez-vous ce que vous allez dire dans votre tête en amont, même entraînez-vous jusqu'à ce que vous arriviez à le dire de façon ferme, franche et nette. Alors, Amel nous dit, le chantage affectif face au non reste quand même dangereux, surtout avec les parents. Non. Effectivement, parce que surtout nos parents nous connaissent. Il y a une longue expérimentation, il y a une longue expérience de soumission, et donc se défaire de la manipulation de nos aînés, de nos parents, ça prend du temps. Et comme je le disais tout à l'heure, l'affirmation de soi, elle s'apprend, ça s'acquiert. Mais c'est pas parce que je ne sais pas m'affirmer aujourd'hui que je ne saurais pas le faire demain. Je dois, à partir de maintenant, dès aujourd'hui, m'entraîner à m'affirmer pour que ça devienne une routine, ça devienne quelque chose de naturel, de spontané en moi. Moi, je le dis à chaque fois, quand je ne sais pas m'affirmer et quand je vais m'obliger, m'astreindre à m'affirmer, ça va être un peu comme nager à contre-courant. Ça me paraît très difficile, très lourd, très compliqué, mais je vous garantis qu'avec le temps, vous y arriverez. Surtout,
quand vous dites non, s'il vous plaît, ne pas vous excuser, ne pas vous justifier quand vous refusez quelque chose, parce que en faisant ça, vous allez vous dépêtrer dans des explications, dans des raisons, et en fait finalement vous allez compliquer la situation, et surtout vous allez vous mettre vous dans l'embarras, puisque l'autre, celui qui cherche quand même à obtenir un oui, il va vous dire oui, mais regarde là, tu dis mais peut-être que moi je peux. Non, non, c'est non. Point. Je m'affirme de façon assertive. Pouvoir dire non sans se justifier à la demande de l'autre, ça prend là aussi. Vous devez également prioriser, être dans, comment dire, vous centrer sur vos objectifs, sur vos priorités. Vous devez vous prioriser. C'est pas grave. Il y a des gens qui vous traiteront d'égoïste. Il y a des gens qui vous diront que vous n'êtes pas gentil, qui vont tout faire pour que vous leur fassiez plaisir, que vous satisfassiez leurs besoins. Eh ben non, vous devez prioriser vos besoins, s'écouter et se respecter d'abord. C'est une forme d'égoïsme positif et il n'y a rien de mal dans ça. Alors on a presque terminé. Simplement, pensez toujours à vous avant de vous vider, à donner à l'autre. Et puis, surtout, prenez votre temps. Faites pas comme moi aujourd'hui parce que le temps m'est limité. Prenez votre temps pour répondre à la demande de l'autre. Mettez un délai. N'hésitez pas à dire ok, attends, j'ai besoin de réfléchir. Attends, là pour l'instant, je ne peux pas. Pas avec l'idée que vous allez dire non à la fin. C'est vraiment prendre le temps de se reconnecter à soi et de voir dans quelle mesure la demande de l'autre vous pourrez la satisfaire parce que vous aurez eu le temps de satisfaire vos besoins à vous. Le but à atteindre, c'est de retrouver un équilibre à l'intérieur de vous, votre intériorité, pour être heureux sans laisser les autres profiter impunément de vous, parce que le bonheur dépend de vous, parce que votre bonheur, il est à l'intérieur de vous et il ne dépend que de vous et de votre connexion à vous-même et de votre connexion avec le divin. Alors, je vais donner très rapidement des conseils de lecture pour vous permettre de continuer à vous introspecter, à cheminer, à aller un petit peu plus loin avec tout ce que j'ai pu vous dire. Donc, premier livre que je vous conseille, c'est quand même la base, la référence, c'est le livre d'Abraham Maslow. Il a été publié en 1956, c'est dire, il est très ancien, mais ça reste quand même notre référence. À l'époque, il était encore inconnu. À partir des effets de la frustration, il a étudié, il a développé la théorie de la motivation. Et donc, l'originalité de ce livre, c'est qu'il s'est démarqué à l'époque à la fois d'un courant de la psychologie qui s'appelle le behaviorisme, mais aussi de la psychanalyse, ce dont j'ai parlé très brièvement tout à l'heure. C'est sa fameuse hiérarchie des besoins, comme je l'ai dit, elle ne vient pas de lui, mais elle a ouvert la voie à toute une série d'expériences et de progrès, notamment en psychologie du travail. Donc, ce livre, il est à lire pour les personnes qui veulent revenir à la source, à la base de toutes les études et recherches qui ont été faites sur les besoins et plus largement sur les études qui ont été faites concernant le bonheur. Ensuite, donc ça, c'est réservé à peut-être un petit nombre. Ensuite, un grand conseil que je vous donne, c'est la lecture de ce livre de Marie Hadou, que j'affectionne particulièrement parce qu'elle est très claire et très explicite dans sa façon de présenter les choses. Donc, savoir dire non, apprendre à refuser pour enfin s'affirmer. Chaque jour, nous manquons des occasions de dire non. La peur d'être rejeté, le désir de ne pas décevoir nous conduisent à une autocensure qui va venir entamer, manger, grignoter notre énergie quotidienne. En s'appuyant sur des exemples précis, Marie Hadou, ici, elle lève le voile sur ces peurs qui nous piègent et donc la culpabilité, ce qu'on disait tout à l'heure, et nous propose plusieurs méthodes pour changer et savoir enfin dire non en toute sérénité. Et dernier livre que je vous conseille, Savoir s'affirmer du docteur Charlie Congui. Donc, grâce à ces techniques simples et prouvées, ce livre sur l'affirmation de soi, il répond concrètement aux problèmes de la vie courante pour vous guider vers le succès dans votre vie professionnelle et personnelle, et même, je l'espère, pour vous amener au bonheur. Donc, on est arrivé à la fin de notre émission. Je vous donne rendez-vous, bien sûr, dès lundi. N'hésitez pas à vous abonner sur la page Facebook France Maghreb 2 et sur ma page Maghrebi William afin de suivre les émissions en direct et laisser vos commentaires et proposer des sujets d'émission. Je vous encourage à nous laisser des messages pour que je puisse en prendre connaissance, que je puisse les traiter en amont et vous donner les réponses en direct ou en aparté si vous ne souhaitez pas qu'elles apparaissent à l'écran. Donc, je vous donne rendez-vous dès lundi, toujours en compagnie d'Abdeslam, que vous voyez à l'écran. Et nous serons, à partir de lundi, rejoints par notre
pétillante Sophia, une figure emblématique de France Maghreb 2, qui nous apportera un regard jeune et affûté sur la société. J'ai hâte d'y être. Vous pourrez également lui proposer des thèmes d'émission sur sa page Facebook, Sophia Adam. N'hésitez pas à lui laisser des commentaires et des messages. Hein. On est une équipe, on travaille tous ensemble, donc on se transmettra les informations. Donc, toute la famille France Maghreb 2, ainsi que moi, nous vous souhaitons la paix du cœur et de devenir des clés du bien. Et puis, n'oubliez pas, on est confinés, mais confiants. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.